Mon grand-père m'a laissé une maison en ruine dans le village et a donné un appartement en ville à ma sœur. Mon mari m'a traité de perdante et est parti avec ma sœur. Ruiné et seul, je suis allé au village. Quand je suis entré dans la maison, j'ai été glacé. Je m'appelle Sandrine Valois, 32 ans. J'ai quitté le cimetière sous la pluie qui tambourinait sur le pare-brise comme des doigts insistants et suis entré dans un cabinet d'avocat qui sentait le vieux cuir et les secrets encore plus anciens. La robe noire que j'avais portée aux funérailles de grand-mère Rosalie était encore humide au poignet. Un fil s'était défait au coude, et je le tordais comme on s'inquiète d'une dent branlante. En face de moi, la réceptionniste marmonnait au téléphone et remettait un stylo dans un porte-plume en laiton avec la précision de quelqu'un qui déteste les surprises. Je me suis dit que je pouvais le faire. Me montrer, respirer, survivre. La porte de Maître Duval s'est ouverte sur un soupir. Il était aussi mince qu'un marque-page, des lunettes à monture métallique reflétant l'après-midi terne de pluie, une cravate bleue impeccable nouée comme par une règle. « Mesdames, dit-il quand Victoire arriva avec 20 minutes de retard, ses talons frappant le marbre comme un métronome comptant les secondes avant une mauvaise nouvelle. Merci d'être venu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Victoire glissa, car c'est ce qu'elle fait. Elle glisse dans la vie, à travers les files d'attente, à travers les conséquences. Son blazer crème, brillant d'un doux éclat à la lumière de la lampe. Elle ne me regarda pas une seule fois. Téléphone sur la table, pouce bougeant par petits glissements contrôlés. Trafic, annonça-t-elle, puis un sourire comme une carte de visite. Mes excuses. Je serrai mes genoux et plaquai mes mains entre eux pour ne pas gigoter. Duval ouvrit un dossier qui semblait assez lourd pour faire pencher la table. Votre grand-mère, Rosalie Montaigne, a été précise dans ses dernières volontés. Il s'éclaircit la gorge. Victoire, en tant que petite fille aînée, vous héritez de l'appartement de 3 chambres sur l'avenue des Saules, entièrement meublé, ainsi que de ses bijoux et du solde de son épargne, soit environ 340 000 €. Le chiffre fit vibrer l'eau dans le verre. J'étudiais la façon dont la lumière tremblait contre le verre et prétendais que mon estomac ne venait pas de tomber d'un étage. L'avenue des Saules, les planchers où j'avais appris à mélanger les cartes, où les biscuits au sucre refroidissaient sur des grilles, où Rosalie m'asseyait au piano et disait « Ne joue pas les notes. Joue-les entre elles. » Victoire se pencha en arrière, satisfaite sans être surprise. Elle s'attend toujours à ce que le monde se confirme à elle. Et Sandrine, dit Duval, et la façon dont mon nom quitta sa bouche me fit me préparer à l'impact. Vous héritez de la propriété familiale à Moulincroix, la maison et les 2 hectares environnants, ainsi que de tout son contenu. Un petit reniflement s'échappa de Victoire, délicat, exercé. La vieille ruine au milieu de nulle part. C'est charitable. Elle inclina son visage vers le plafond comme si elle offrait la réplique au chevron. Grand-mère, tu as toujours eu le sens de l'humour. La chaleur me monta au cou. J'étais allé dans cette maison une seule fois, à l'âge de 12 ans, quand Rosalie me semblait encore un casimite, et l'endroit s'inclinait déjà sur lui-même. Il y a un dernier élément, ajouta Duval, et il fit glisser une enveloppe scellée sur le bureau vers moi. Cire rouge estampillée d'une rose, à ouvrir seulement lors de la première entrée à la propriété de Moulincroix. Victoire se leva, lissant une ride invisible. J'ai une réunion, Sandrine. Si tu as besoin d'une recommandation pour une équipe de démolition, je connais des gens. Un baiser parfumé dans l'air et elle était partie. La porte se refermant doucement comme un secret. Je fixai l'enveloppe. Elle ne pesait presque rien et pourtant tout. Parfois, dit Duval doucement, ce qui semble moins est simplement d'une valeur différente. D'une valeur différente. L'expression me suivit à la maison, une épine tenace. Je laissai le parapluie goûter dans le couloir, et le silence de notre appartement me rencontra comme un mur. Le bon tapis, le ficus lirata penché qui ne s'était jamais remis de l'hiver, la photo encadrée de Thierry et moi, bronzés et triomphants sur un bateau de location bon marché. Et mon mari dans la chambre, en train de faire ses valises, non pas jetant des chemises pour un voyage d'affaires, non pas frénétique, mais méthodique. Cet homme repasse ses chaussettes quand il est nerveux. Aujourd'hui, ses plis étaient assez exacts pour être mesurés. « Tu vas quelque part ?» demandai-je, trop légère, comme si nous jouions à la maison. Il ne leva pas les yeux. 8 ans et je connaissais chaque angle de sa mâchoire. Celui-ci était sa mâchoire de conversation difficile. « Nous devons parler, dit-il. » Et tous les mauvais films que j'avais jamais moqués s'alignèrent et me pointèrent du doigt.
Je m'assis au bout du lit que nous avions acheté après un long samedi à sauter sur des matelas et à discuter de fermeté, la vendeuse riant de nous comme si nous étions adorables. D'accord, dis-je. Parle. Il ferma une poche et posa le sac sur le sol comme un fait. J'ai beaucoup réfléchi. Ce mariage, ça ne marche pas. C'était si ordinaire. J'ai presque ri. Ça ne marche pas comment? Parce que le marché est en baisse? Parce qu'on se dispute à propos de la facture d'électricité? Parce que tu as oublié de récupérer le nettoyage à sec. Et je. Ce n'est pas ça, dit-il plus doucement. Il me regarda enfin et il y avait là. La pitié, le baiser de la mort. C'est la direction. L'ambition. Le futur. Le futur, répétai-je. Nous avons littéralement une maison maintenant. Une terrible, corrigea-t-il. Une petite correction avec des dents. Elle est au milieu de nulle part. L'appartement de Victoire est au centre de tout. Voilà. L'axe de la pièce changeait sous mes pieds. Donc c'est à propos de Victoire. C'est à propos d'opportunité, dit-il. Elle m'a offert un partenariat. Senior. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Depuis quand ma sœur? Je m'arrêtai. La conversation était déjà ailleurs, et je détestais être laissé pour compte. Depuis combien de temps parlez-vous? Il s'assit à côté de moi mais laissa un océan d'espace. En 8 ans, il ne s'était jamais assis si près sans me toucher. Un moment, dit-il. Ça a commencé par le réseautage. Elle me voit. Ma gorge se serra. Je te vois. Tu vois la partie de moi qui aime les crêpes du dimanche et Netflix, dit-il, non sans gentillesse. Elle voit la partie qui veut construire quelque chose. Un empire, dis-je, et le mot atterrit lourdement. Il ferma brièvement les yeux. Sandrine, regarde-toi. Je l'ai fait. Dans le miroir du placard. Cheveux humides tirés en un chignon que je n'avais pas pris la peine de refaire après la lecture du testament. La robe noire froissée à la taille. La fatigue que je portais comme une seconde peau depuis des mois, depuis que mes heures avaient été réduites à la librairie. Je travaille, dis-je. Et même à moi, ça sonnait comme un enfant défendant une peinture au doigt. J'essaie. Tu rentres fatigué et tu arrêtes d'essayer, dit-il. Et peut-être que j'arrête de te pousser à essayer. Peut-être que c'est de ma faute. Il déglutit. Mais j'ai besoin de plus. Je nous voulais, murmurai-je, et un animal doux dans ma poitrine tendit ses pattes et ne trouva que l'air. Il se leva. Victoire vient me chercher dans 20 minutes. La pluie dehors se transforma en un tambour plus régulier. L'appartement était soudain trop propre, trop catalogue. Victoire vient te chercher, répétai-je, chaque mot un caillou dans ma bouche. Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il rapidement. C'est du business. Nous avons tous les deux entendu le mensonge, atterrir et s'y poser. 8 ans, dis-je, et je n'étais pas sûr à qui je parlais. À lui, au lit, à la fille dans le miroir avec les cheveux mouillés et un fil lâche. 8 ans. Je suis désolé, dit-il, et il le pensait de la manière étroite dont certaines personnes veulent dire désolé. Désolé que tu aies mal, pas désolé de t'avoir fait du mal. Il souleva la poignée de sa valise. Tu iras bien. Tu as la maison. Un nouveau départ peut être différent. D'une valeur différente. Il quitta la chambre, et la rangée de cintres vides exposa la géométrie silencieuse de l'abandon. Je me dirigeai vers la fenêtre à temps pour voir la BMW rouge glisser contre le trottoir comme un sourire. 3 étages plus haut, je pouvais encore distinguer l'inclinaison de la tête de Victoire, le transfert efficace des bagages, la façon exercée dont il ne se touchait pas tout en le voulant. Je n'ai rien fait de dramatique. Pas de course en bas pour frapper le capot, pas de hurlement qui aurait fait que les voisins auraient pris leur téléphone. J'ai regardé la voiture faire son signal, fusionner, disparaître. Puis je me suis assise sur le tapis et j'ai laissé le silence venir. C'est étrange ce que l'on remarque dans une pièce qui a été vidée d'une personne. Les poches d'air où son corps se trouvait habituellement. Les 2 tasses qui ne seront pas 2 demain matin. La façon dont le réglage du thermostat ressemble soudain à une négociation avec un fantôme. Je me suis levé, j'ai ramassé les papiers du bureau de Duval, le titre de propriété, la lettre avec la cire rouge, et les ai posés sur la table comme une carte.
L'appartement bourdonnait, moteur du réfrigérateur, un tuyau cliquetant, le faible battement de la vie citadine au-delà de la vitre. Quelque part en bas, un bébé commença à pleurer et après un hoquet de protestation, s'arrêta. Les gens continuent. C'est la terrible vérité ordinaire salvatrice. Je traçai le sceau en relief sur l'enveloppe avec mon pouce. Rosalie n'avait jamais été sentimentale. Elle croyait aux lignes pures, aux couteaux aiguisés, à la bonne laine, et à dire la vérité quand ça faisait mal. Si elle m'avait laissé une ruine, ce n'était pas une blague. C'était un test ou une clé. D'accord, dis-je à la pièce vide. D'accord. Je me suis lavé le visage, j'ai mis un jean, j'ai attaché mes cheveux correctement. J'ai appelé la librairie et laissé un message concernant mon préavis. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché des fournisseurs d'accès Internet par satellite près d'une ville dont je me souvenais à peine et d'une route que je ne pouvais pas imaginer. Des choses pratiques. Des stations-service à moins de 50 km. Le quincailler le plus proche. Un motel le long de la route au cas où le camion me lâcherait. La pluie s'est calmée. Le trafic s'est transformé en un murmure. J'ai fait une valise, des gants de travail, une lampe de poche, de l'eau en bouteille, un rouleau de sacs de chantier. Parce que s'il y avait une chose que Rosalie m'avait apprise, c'était ceci. Quand le monde t'ouvre, garde tes mains occupées pendant que ton cœur décide quoi faire ensuite. J'ai réglé le réveil pour l'aube. Quand la lumière de la chambre s'est éteinte, l'obscurité s'est installée autour de moi comme un manteau. Quelque part loin de l'avenue des saules et des voitures rouges et du marbre poli, une porte que je n'avais pas vue depuis 20 ans attendait derrière un mur que je ne connaissais pas encore. Je pouvais presque l'entendre, le plus faible battement sous la pluie, comme une maison qui reprend son souffle. Le réveil a sonné à 6 heures, mais j'étais éveillé bien avant, fixant le plafond, où des fissures araignées formaient des formes que je ne voulais pas nommer. L'appartement sentait faiblement l'après-rasage de Thierry, bien que son côté du placard soit vide de cintres. C'était absurde à quelle vitesse l'absence colonisait un espace. Je me suis habillé d'un jean et d'un sweatshirt, j'ai attaché mes cheveux en un nœud plus serré que nécessaire, et j'ai préparé un café qui avait le goût de carton. Sa brosse à dents avait disparu. Sa tasse préférée avait disparu. Le silence était le pire. Trop propre, comme une blessure juste suturée. J'ai pensé qu'il appellerait peut-être. Une partie de moi toujours liée au rituel des contrôles matinaux. Mais le téléphone est resté vide. Au lieu de cela, un bourdonnement de l'interphone m'a secoué, et quand j'ai appuyé sur le bouton, la voix de Victoire est venue, brillante et décontractée. Oubliez quelque chose ? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert la porte et attendu que ses talons montent les escaliers. Elle est apparue dans l'embrasure, les cheveux impeccables tirés en arrière cette fois, comme si la trahison exigeait un style différent. Elle tendit un dossier. Son passeport. Il en aura besoin. Je l'ai pris. Mes mains tremblaient, mais je les ai forcées à rester immobiles. Tu es efficace, dis-je. C'est mieux comme ça, répondit-elle doucement, comme pour me consoler. Tu verras. Tu n'es pas faite pour lui. Les mots atterrirent avec une cruauté chirurgicale. Elle n'éleva même pas la voix, et puis elle était de nouveau partie, laissant le faible écho de son parfum dans le couloir. Je me suis effondré sur le canapé, le dossier lourd sur mes genoux, pas faite pour lui. 8 ans de mariage, réduit à un défaut de conception. À midi, le propriétaire avait appelé au sujet de notre bail rompu, son ton poliment urgent. Je lui ai dit que je libérerais les lieux dans les 2 semaines. Après avoir raccroché, j'ai ouvert l'armoire et commencé à remplir des cartons. Chaque pull plié semblait être un drapeau blanc. Vers 3 heures, j'ai trouvé l'album de mariage sous une pile d'écharpes. Nos visages souriaient sur des carrés glacés. Thierry ajustant mon voile avec des doigts maladroits. Moi riant avec du gâteau sur le nez. J'ai fermé le livre rapidement. Le rire semblait être celui d'étrangers. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec l'enveloppe que Rosalie m'avait laissée. La cire rouge captait la lumière de la lampe, des veines d'ombre partant de son empreinte. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai tracé le sceau encore et encore, comme si j'attendais qu'il se réchauffe sous mon toucher. Le deuxième soir, l'appartement était à moitié vide. Des cartons tapissaient les murs. J'avais appelé un ami avec une camionnette pour m'aider à transporter les meubles chez les acheteurs.
Quand je me suis couché, j'ai rêvé de portes s'ouvrant d'elles-mêmes, d'une voix murmurant « valeurs différentes, valeurs différentes ». Le troisième matin, j'ai regardé par la fenêtre Thierry revenir avec la BMW de Victoire. Ils étaient rapides, déterminés. Il a ramassé ses costumes restants, la lampe de son côté du lit, même le fauteuil en cuir qu'il prétendait toujours être son trône pendant les soirées cinéma. Je suis resté caché, le rideau tiré d'un pouce seulement. Elle a ri de quelque chose qu'il a dit, sa tête s'inclinant comme elle le faisait autrefois quand elle voulait l'attention de notre père. Maintenant, elle avait réclamé la mienne. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai refusé les larmes. Les larmes, c'est ce qu'elle voulait. Quand ils sont partis de nouveau, le fauteuil équilibré entre eux. J'ai murmuré dans la pièce vide, prenez tout. Et puis plus fort, prenez tout. Les mots se sont brisés mais m'ont affermi. Ce soir-là, j'ai traîné une boîte de vieilles lettres du placard. L'écriture de Rosalie s'enroulait sur des enveloppes jaunies, des recettes et des conseils, des articles de journaux qu'elle pensait que je devrais lire. Une phrase en particulier m'a arrêté. Parfois, la perte est une taille. Les branches coupées font de la place pour des fruits que vous ne pouvez pas encore imaginer. J'ai posé la lettre à côté de l'enveloppe scellée à la cire. Ensemble, elles ressemblaient à des pièces de puzzle en attente. La semaine suivante s'est transformée en transaction. Vendre le canapé, rendre les clés, fermer le compte de la librairie. Chaque tâche donnait l'impression de déconstruire une vie brique par brique. Mais sous la fatigue, une étincelle vacillait, une obstination que Rosalie aurait reconnue. Lors de ma dernière nuit dans l'appartement, je me suis tenu dans la chambre nue. Le matelas était parti, ne laissant que des contours de poussière sur le sol. J'ai pressé ma paume contre le mur où notre tête de lit avait l'habitude d'être. Le silence bourdonnait, lourd mais plein d'attente, comme si la pièce elle-même reconnaissait une fin. J'ai murmuré au revoir et fermé la porte à clé. Dans le couloir, l'enveloppe scellée pressée contre ma poitrine depuis l'intérieur de mon manteau. Quoi qu'il m'attendait à Moulincroix, c'était tout ce qu'il me restait. Les lumières de la ville clignotaient indifféremment, le néon scintillant comme des promesses à moitié oubliées. Quand je suis monté dans le vieux camion que j'avais acheté à un mécanicien à la retraite. Son moteur toussa met un bond. La radio ne jouait que du statique et de vieux résumés de baseball. Mais je m'en fichais. J'ai resserré ma prise sur le volant. Victoire avait Thierry. Elle avait l'appartement, l'argent, les projecteurs. Qu'elle les garde. J'avais une ruine à la campagne, une lettre scellée à la cire, et un nom qui signifiait encore quelque chose. Rosalie Montaigne. Alors que la ville reculait derrière moi, je me suis dit une chose avec une certitude que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Quoi que cette maison contienne, elle est à moi. L'autoroute s'étendait devant, longue et sombre, la pluie embuant le pare-brise, chaque goutte murmurant des possibilités. Le camion tremblait sous moi alors que je quittais la ville. Les phares traçaient de faibles tunnels à travers la brume. Les gratte-ciels se sont estompés dans le rétroviseur, puis les banlieues, puis les stations-service avec des néons clignotants qui semblaient gênés par leur propre éclat. Plus je m'éloignais, plus le monde s'amincissait. Moins de voitures, moins de lumière, moins de rappels de la vie que je venais de démanteler. La cabine sentait l'essence et le désodorisant au pain, le genre en forme d'arbre, mais depuis longtemps fané. Mes cartons cliquetaient à l'arrière, scotchés, mais fragiles, comme si je transportais des morceaux de moi-même qui pourraient se briser si la route devenait trop difficile. Au moment où le soleil commençait à se coucher, l'autoroute s'était rétrécie en deux voies, flanquée de champs sans fin. Certaines fermes se tenaient encore fièrement, des granges fraîchement peintes en rouge, mais d'autres s'affaissaient comme des hommes fatigués, les toits effondrés, les fenêtres creuses. J'en ai passé une avec une balançoire rouillée dans la cour. Une chaussure d'enfant pendait encore à une chaîne. La vue me rongea. Comme le rire pouvait rapidement se transformer en artefact. Le GPS a abandonné à 15 km de Moulincroix. Pas de signal, juste un point bleu figé et abandonné sur l'écran. J'ai sorti la carte dessinée à la main de la boîte à gants. Les traits nets de la plume de Duval étiquetaient des repères comme s'ils me guidaient vers un autre siècle. Tournez à gauche au chêne mort. Continuez après la station-service abandonnée. Si vous atteignez le pont de pierre, vous êtes allé trop loin. Le chêne était facile à repérer. Ses branches squelettiques griffant le ciel. La station-service vint ensuite, son enseigne accrochée aux dernières traces de sa peinture.
Service complet dans des lettres qui ressemblaient maintenant à un avertissement. J'ai ralenti, fixant les pompes criblées de toiles d'araignée. Pendant un instant, j'ai presque pu entendre les fantômes de pneus crisser sur le gravier, des enfants mendiant des bonbons à l'intérieur, mais les fenêtres étaient noires. Une bruine commença, tapotant contre le pare-brise. Les essuie-glaces grinçaient en traînant, hors de rythme avec mon battement de cœur. Puis, le village de Moulincroix, ou ce qu'il en restait. 3 bâtiments regroupés autour d'un panneau stop fatigué. Une poste barricadée, un restaurant dont les stores pendaient comme des paupières cassées, et un magasin général figé dans le temps. Des journaux roulés dans la vitrine, des titres d'élections oubliés depuis longtemps. J'ai baissé la vitre et laissé entrer l'air humide. Il sentait la terre et le fer, le genre d'odeur qui s'accroche aux vieux lieux. Un chien errant traversa la route, les côtes saillantes sous sa fourrure, la queue rentrée. Il n'a même pas aboyé, il m'a juste regardé, las, comme pour demander quel genre de fou venait ici volontairement. 2 kilomètres plus loin, le chemin de terre est apparu. Il ne m'a pas accueilli tant qu'il ne m'a pas défié. Mes pneus ont cogné et gémi, des pierres claquant sous le poids, des branches griffant le camion, chaque éraflure un ongle contre le métal. Mes épaules se sont tendues à chaque virage. Et puis je l'ai vu. La maison s'accroupissait dans le champ comme si elle m'attendait, silencieuse et impassible. Le toit s'affaissait, des bardeaux manquant par endroits. Des fenêtres sombres et vides. Certaines barricadées, d'autres fissurées. Le porche penchait à gauche, les côtes cassées, mais s'accrochait encore. La peinture rouge de la porte s'écaillait par stries irrégulières, révélant un os gris en dessous. J'ai coupé le moteur. Le silence soudain a oppressé mon crâne. Pas de voiture, pas de voix, pas de sirène, seulement le vent se traînant dans l'herbe haute. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Mes doigts reposaient sur le volant, raides. Une partie de moi voulait faire marche arrière et ne jamais s'arrêter de conduire avant que le profil de la ville ne réapparaisse. Mais alors je me suis souvenu du sceau de Rosalie. La lettre pliée dans ma poche, le mot qu'elle avait choisi soigneusement. Valeurs différentes. Je suis sorti. Mes bottes s'enfonçaient légèrement dans la terre humide. L'air avait un goût de pluie et de rouille. De là, la maison semblait à la fois énorme et rétrécie, comme un géant qui s'était voûté trop longtemps. Les marches gémirent en montant. Ma main hésita sur la poignée de porte, le vieux laiton, froid contre ma peau. La clé que Duval m'avait donnée était absurdement démodée, dentelée et lourde. Je l'ai glissée, tournée. D'abord, une résistance, puis un clic, net comme un coup de fusil dans le silence. La porte s'ouvrit avec un gémissement, et l'odeur m'a frappé. Pas de pourriture comme je m'y attendais, mais de la lavande, faible et délibérée, comme si quelqu'un était passé par là, comme si la maison avait attendu. Le salon s'étendait large, des ombres épaisses au bord. Des draps drapaient les meubles comme des fantômes figés à mi-mouvement. Une cheminée accroupie contre le mur, le manteau cicatrisé mais fier. Des étagères garnissaient le côté lointain, leur dos caché sous un tissu blanc. Je suis entré. Les planchers ont protesté sous mon poids, mais ont tenu. Ma main a trouvé un interrupteur, et à ma surprise, une ampoule s'est faiblement allumée au-dessus. Une lumière jaune chaude s'est étendue sur la pièce, chassant les ombres dans les coins. L'électricité. Contre toute logique, la maison respirait. Je suis entré plus loin, tirant un drap de la chaise la plus proche. Du velours bordeaux, de la poussière collée aux pieds en bois sculpté. Magnifique. Inattendu. Pas une ruine. Pas entièrement. Ma poitrine se serra d'une sorte de reconnaissance. Sur le mur au-dessus de la cheminée était accroché un portrait, une femme en robe des années 40, cheveux foncés épinglés, yeux vifs et inflexibles. Mes yeux, ma mâchoire. La ressemblance me glaça. Son regard semblait me clouer là où je me tenais. Comme si elle savait exactement qui j'étais, exactement pourquoi j'étais là. L'enveloppe dans ma poche brûlait. Je l'ai sortie. Le seau de cire rouge brillait à la lumière de la lampe, obstiné contre mes doigts tremblants. Ma gorge était sèche. J'ai pensé à Thierry dans la voiture de Victoire, au sourire qu'elle affichait au bureau de Duval, au vide qui m'attendait en ville. Tout cela m'avait conduite ici, à cet instant précis. J'ai brisé le seau. Ma chère Sandrine, commençait la lettre. Si tu lis ceci,
Alors Victoire a pris exactement ce qu'elle voulait, et tu t'es retrouvé avec ce qu'elle n'a pas voulu. C'est voulu. Je lui ai donné ce qu'elle pouvait voir et je t'ai donné ce qu'elle ne pouvait pas. Ma main trembla, mais je continuai à lire. La maison n'est pas une ruine. C'est un sanctuaire. Elle a été gardée, entretenue, payée par une fiducie dont elle ignore tout. Tu trouveras des réponses ici. Des réponses à des questions que tu ne sais pas encore poser. Il y a une porte au sous-sol derrière le casier à vin. C'est là que commence ton véritable héritage. Le tonnerre claqua dehors, faisant trembler les fenêtres. Ma respiration devint rapide, superficielle. Une porte au sous-sol, un secret en attente. J'ai plié la lettre soigneusement, l'ai glissée de nouveau dans l'enveloppe, et j'ai regardé la pièce avec de nouveaux yeux. La maison n'était pas abandonnée. Elle était armée. Et maintenant elle était à moi. Je me tenais au milieu du salon, la lettre toujours à la main, l'orage faisant trembler les fenêtres comme un avertissement. Les mots de ma grand-mère s'imposaient à moi, plus lourds que n'importe quel héritage. Un sanctuaire, une fiducie, une porte. La lettre tremblait entre mes doigts comme si elle pouvait se dissoudre dans l'air humide. Rosalie avait toujours été délibérée, jamais adepte des énigmes sentimentales. Si elle parlait de porte cachée, elle le pensait. J'ai regardé autour de moi, les meubles sous des draps, les étagères garnies de mystères, le portrait de la femme avec mes mêmes yeux. Toute la maison bourdonnait comme un secret chuchoté trop bas pour être saisi. La tempête s'intensifia, la pluie claquant sur le toit et les draps, le tonnerre roulant sur les collines. J'ai retiré les draps des chaises un par un, ayant besoin de voir ce qui se trouvait en dessous. Un ensemble de chaises de salle à manger sculptées, une table en chêne poli, un canapé en velours dont la couleur avait à peine pâli. Tout était préservé, comme si cela attendait un public. L'odeur de lavande revenait chaque fois que je déplaçais un tissu, pas faible cette fois, mais plus forte, persistante. Quelqu'un avait maintenu cet endroit en vie. Quelqu'un qui n'était pas censé exister. La cuisine était la suivante. Les armoires s'ouvraient en douceur, les charnières huilées, des conserves garnissaient les étagères. Neuves, pas des reliques. Farine et sucre dans des bocaux scellés. Le réfrigérateur bourdonnait faiblement, à moitié plein d'eau en bouteille et de beurre enveloppé dans du papier ciré. Ma main trembla en le refermant. Cette maison avait été habitée, ou du moins gardée. Je me suis assise à la table, étalant la lettre à plat sous la faible lumière. L'écriture de Rosalie, précise et inclinée, semblait se pencher vers moi comme une confidente. Victoire a toujours été forte de la manière que le monde récompense. Toi, ma fille, tu es forte de la manière qu'il ne voit pas avant de n'avoir pas le choix. Cette maison se révélera à toi. Fais confiance à ta patience. Fais confiance à ta colère. Va au sous-sol. Derrière le casier à vin, tu trouveras la porte. Je pressai la page contre ma poitrine. Le papier sentait faiblement le cèdre, comme si elle l'avait écrit des années auparavant et l'avait caché parmi le bois. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale. Quelque part en dessous de moi, une porte attendait. Je me forçai à me lever, lampe de poche à la main, et suivis le couloir étroit derrière la cuisine. Un rideau pendait là où une porte aurait dû être. Je l'ai tiré de côté et j'ai trouvé les escaliers du sous-sol béant, raides et en bois, l'air plus froid. Le faisceau de ma lampe de poche tremblait avec mon pouls alors que je descendais. Des mottes de poussière tourbillonnaient dans le cône de lumière, et l'odeur de terre et de pierre devint plus âpre. Les marches gémirent, mais chacune tint. En bas, j'ai actionné un interrupteur par habitude. La lumière a jailli, régulière et surprenante. De l'électricité ici aussi. Le sous-sol n'était pas en ruine. Des tapis adoucissaient le sol. Des étagères serraient les murs, certaines garnies de livres, d'autres de boîtes étiquetées d'une écriture soignée. Photos 1960, 1975. Registres fiscaux 1980 à 1990. Correspondance. Cela ressemblait moins à un rangement qu'à une archive. Contre le mur du fond, un immense casier à vin s'étendait du sol au plafond, les bouteilles poussiéreuses mais intactes. Mon cœur battait plus vite. J'ai traversé la pièce, passant ma main sur les étagères jusqu'à ce que mes doigts effleurent quelque chose d'inhabituel, une charnière. Rosalie ne parlait pas en métaphore. J'hésitais, agrippant la bouteille qu'elle avait désignée, la tournant soigneusement.
quelque chose cliqua avec un gémissement. Tout le casier pivota vers l'intérieur, révélant l'obscurité au-delà. L'odeur me frappa en premier, pas de moisissure, mais d'encre et de papier. L'air d'un bureau. Je passai. La pièce cachée était plus grande que je ne l'avais imaginé. Un bureau déguisé en mythe. Un bureau de la taille d'une table à manger ancrait le centre. Sa surface était jonchée de stylos, de dossiers et d'une lampe déjà branchée. Des classeurs tapissaient les murs, les tiroirs étiquetés de noms et de dates. Un tableau en liège couvrait entièrement un mur, épinglé de photographies, des ficelles reliant les visages comme des veines dans un corps. Un ordinateur ronronnait, plus récent que tout ce que j'avais vu dans la maison. Sa faible lumière brillait comme un appât dans l'obscurité. Mais ce qui me tordait l'estomac, c'était la rangée soignée de dossiers empilés sur le bureau. Le dossier du haut portait un seul mot écrit de la main ferme de Rosalie. Victoire. Je tendis la main, le bout des doigts effleurant le bord. À ce moment, le tonnerre claqua directement au-dessus de ma tête, secouant la maison jusqu'aux os. La lumière vacilla, puis se stabilisa. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, des photographies. Victoire dans des halls d'hôtel avec des hommes en costume sur mesure, des reçus, des relevés téléphoniques, des relevés bancaires traçables à des sociétés écrans, et au milieu, une page datée de 2 ans auparavant. Contact initial avec Thierry Valois. Ma poitrine s'effondra. Elle n'était pas tombée sur Thierry par hasard. Elle l'avait traqué. L'orage au-dessus rugissait comme s'il savait ce que je venais d'apprendre. Je pressai ma paume contre le bureau pour me stabiliser. La pièce n'était pas seulement un bureau. C'était un coffre-fort de péchés conservé et catalogué par ma grand-mère. Et je n'étais pas sûr si j'étais censé le garder ou le libérer. La pluie s'est transformée en fine bruine au matin, mais le sous-sol portait toujours l'écho de la tempête. J'étais assise au bureau de ma grand-mère, fixant les dossiers ouverts comme des plaies. Chaque tiroir, chaque étagère murmurait que Rosalie avait été quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Le tableau en liège m'attira d'abord. Des fils se croisaient en une toile de rouge, jaune et bleu, épinglant les visages d'hommes en costume, de femmes en perles, des bâtiments familiers du centre-ville, des titres de journaux découpés et épinglés, scandale de zonage, commission des balayages, profits hospitaliers remis en question, juge sous surveillance. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à un collage de théoriciens du complot. Mais l'écriture sur les notes, précise, délibérée, était celle de ma grand-mère. Sa voix me revint par fragments. Ne confonds jamais le silence avec la faiblesse. Ne suppose jamais que ce que les gens te montrent est tout ce qu'ils sont. Elle avait dit ces choses quand j'étais jeune, devant des échiquiers, ou quand elle m'apprenait à mélanger les cartes. Je pensais qu'elle était excentrique. Maintenant, je voyais qu'elle posait les bases. J'ai ouvert un tiroir étiqueté commission d'urbanisme. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, chacun débordant de reçus, de photographies, même de transcriptions audio. J'en ai parcouru un commissaire acceptant des paiements pour des faveurs de zonage. Un autre dossier révélait un juge modifiant des décisions de garde d'enfants pour des pots de vin. Ma gorge s'est serrée. Rosalie avait tout surveillé, attendant, collectant. Mais le dossier marqué Victoire était différent. Plus grand, plus lourd, tout un tiroir lui était dédié, ses bords effilochés par l'usage. Ma main trembla en le sortant, le poids me faisant presque tomber. Je l'ai posé sur le bureau et ai ouvert la couverture. La première page était une chronologie. Les premiers emplois de Victoire, chacun a noté de notes soignées, concurrence à beauté, rumeur confirmée par un initié, promotion obtenue en 6 mois. Plus je tournais les pages, plus cela devenait sombre. Des photos d'elle se glissant dans des chambres d'hôtel avec des dirigeants 2 fois plus âgés que moi. Des virements bancaires vers des comptes offshore. Des notes manuscrites. La culture de Thierry Valois a commencé il y a 2 ans. Mon pouls martelait dans mes oreilles. Rosalie n'avait pas été aveugle. Elle avait vu cela venir. Elle savait que la fin de Victoire s'étendrait jusqu'à me dévorer moi aussi. Et elle l'avait écrit. Des preuves si épaisses qu'elles ne pouvaient être niées. J'ai fermé le dossier et pressé mes 2 mains sur mes yeux. Des images gravées en moi. Le sourire au bureau de l'avocat. La façon dont Thierry ne me toucherait pas alors qu'il était assis à côté de moi sur le lit.
Ce n'était pas un hasard. C'était une campagne. Quand j'ai rouvert les yeux, la lueur de l'ordinateur m'a attiré plus près. L'économiseur d'écran clignotait, attendant. J'ai appuyé sur la touche d'alimentation et le bourdonnement s'est approfondi. Une boîte de connexion est apparue. Nom d'utilisateur Eurosme. Mot de passe requis. J'ai essayé ma date d'anniversaire. Incorrect. Puis, par impulsion, j'ai entré celle de Rosalie. 17 juillet 1936. Faux. Finalement, j'ai essayé la mienne. La façon dont elle insistait toujours pour se souvenir de détails, je pensais triviaux. 0411. Le mois et le jour. L'écran a clignoté. Accepté. Le bureau s'est ouvert comme une trappe. Des dossiers alignés proprement. Cas actifs, en attente, archives, réseau de distribution. Mais mes yeux se sont fixés sur un dossier brillant comme une marque au fer rouge. Victoire et associés. J'ai double-cliqué. Des centaines de fichiers se sont déversés sur l'écran. Des clips audio, des documents scannés, des photographies. En haut, une note de la main soignée de Rosalie. Scannée et enregistrée. Sandrine, c'est le fichier que tu ne peux ignorer. Elle a bâti son empire sur la ruine, et elle a toujours ressenti que tu te tenais dans la lumière de mon affection. Thierry a été son coup de maître. Ne sous-estime pas sa faim, mais ne sous-estime pas la tienne non plus. Les mots se brouillèrent tandis que ma vision devenait floue. Ma grand-mère ne me prévenait pas. Elle me préparait. Une lame de plancher au-dessus gémit, nette et soudaine. Ma respiration s'arrêta. La maison était censée être vide. J'ai éteint l'écran et j'ai écouté. Le silence, puis seulement le faible goutte à goutte de l'eau après l'orage. Pourtant, j'ai attendu, tous les muscles tendus. Quand rien ne suivit, j'ai expiré. Peut-être que la maison se tassait. Mais le son avait du poids, comme si la maison elle-même s'était rapprochée, me rappelant que je n'étais pas seul. Pas vraiment. J'ai rallumé l'écran. Le dossier suivant disait le réseau. Rosalie n'avait pas seulement recueilli des informations. Elle avait tissé des liens. Des journalistes, des agents fédéraux, des procureurs, tous vérifiés, tous en attente, des brouillons de mai se trouvaient dans un sous-dossier, préécrit avec des preuves jointes, attendant que quelqu'un d'assez courageux ou de désespéré clique sur envoyer. Je me suis penché en arrière dans sa chaise. Le cuir grinça, un son qui ressemblait à une approbation. Toutes ces années, Victoire a cru qu'elle était la plus intelligente, la survivante, la gagnante. Mais Rosalie avait regardé, et maintenant elle m'avait laissé le choix. Exposer Victoire et tout brûler, ou la laisser continuer sans contrôle. Un frisson me parcourut. L'orage était passé, mais dans ce sous-sol, quelque chose de plus sombre commençait tout juste. Le dossier sur Victoire gisait ouvert comme une plaie que je ne pouvais refermer. Page après page dépeignait un portrait que je n'avais jamais voulu voir. Chaque détail affûtait les bords d'une vérité trop dentelée pour être tenue. La première section traçait son ascension dans le marketing, comment elle avait déjoué ses collègues, non pas par la seule brillance, mais par le sabotage. Les notes de Rosalie étaient méticuleuses. Liste de clients volés, rumeurs semées au bon moment, amitié cultivée, puis jetées comme des accessoires une fois la scène terminée. Des photographies agrafées au dossier montraient Victoire entrant dans des restaurants avec des dirigeants 2 fois plus âgés qu'elle, se glissant dans des ascenseurs d'hôtel à minuit. Des reçus correspondaient aux noms. Des relevés bancaires traçaient des paiements vers des comptes offshore. Rosalie avait tout recoupé comme un procureur se préparant à un procès. Mais ce qui me brisa, ce n'était pas la preuve de son ambition. C'était la chronologie. 2 ans auparavant, premier contact avec Thierry Valois lors d'une conférence. 1 an, 8 mois, boisson décontractée, frustration de carrière discutée. 1 an, 2 mois, fréquence accrue des réunions, positionné comme mentor. 8 mois, changement de conversation vers le potentiel de partenariat. 6 mois, rapport émotionnel établi. Cible réceptive. Cible. Ce mot me brûla. Rosalie l'avait écrit à l'encre claire et sans émotion, mais il atterrit comme une lame. Thierry n'était pas un mari qui s'était simplement éloigné. C'était une proie, et Victoire avait été la chasseuse depuis le début. J'ai pressé une main sur ma bouche alors que les images se rejouaient.
Thierry pliant des chemises avec un calme chirurgical, le blazer de Victoire brillant au bureau de l'avocat, la pitié dans ses yeux alors qu'il me disait que j'avais abandonné. Rien de tout cela n'était une coïncidence. C'était une chorégraphie. J'ai cliqué sur le premier fichier audio du dossier. Des crépitements remplirent le sous-sol, puis une voix, familière et venimeuse. Rosalie l'a toujours favorisée. Douce, calme Sandrine, le petit projet. Mais les favoris ne signifient rien dans le monde réel. Prendre Thierry la brisera complètement. Une fois qu'elle sera partie, il ne restera plus personne pour me faire paraître petite. Ma propre respiration sembla forte dans la pièce. Je l'ai rejouée, me forçant à entendre chaque syllabe. Victoire n'était pas tombée dans l'orbite de Thierry par hasard. Elle l'avait volé délibérément. Non pas par amour, pas même par affaire, mais comme une stratégie pour m'effacer. J'ai serré le bureau jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Pendant des années, j'ai pensé que mon invisibilité dans la famille était un accident. Il s'avère qu'elle avait été conçue. Le deuxième fichier audio s'est mis en marche automatiquement. La voix de Thierry, plus douce, tendue. Elle mérite mieux que ma disparition comme ça. Victoire l'interrompit, son ton soyeux. Elle mérite le confort. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu. Mais le confort n'est pas l'ambition, Thierry. Et toi, tu étais destiné à plus. Avec moi, tu seras plus. Le bruit de verre qui s'entrechoque mit fin à l'enregistrement. J'ai fermé l'ordinateur portable d'un coup, la bile montant à ma gorge. Je voulais jeter la machine à travers la pièce, mais la voix de Rosalie résonna dans ma mémoire. Ne détruis jamais les preuves sous l'effet de la colère. Utilise-les quand cela compte le plus. J'ai rouvert le fichier. La dernière section ne traitait pas seulement de la corruption de Victoire. C'était des instructions. Des notes griffonnées de la main de Rosalie. Les fichiers sont chronologiques. Commence par les plus récents. Remonte le temps. Mot de passe. Ta date de naissance. Le réseau attend. Les preuves sont inutiles si elles ne sont pas livrées. Patience d'abord, colère ensuite. Je me suis appuyé sur la chaise, le cœur battant. Rosalie n'avait pas bâti cette archive juste pour exposer des inconnus. Elle l'avait préparée pour que je la mette à profit le moment venu. Et ce moment, que je le veuille ou non, était maintenant. La pluie au-dessus avait cessé, laissant un silence assez épais pour entendre mon propre pouls. J'ai regardé le portrait au mur, la femme avec ma même mâchoire, mes mêmes yeux, me fixant comme si elle me mettait au défi de décider. Victoire m'avait dépouillé. Mon mari, ma maison, ma dignité. Elle pensait m'avoir laissé briser. Mais ici, dans ce bureau caché, j'ai réalisé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Je n'étais pas brisé. J'étais armé. J'ai posé ma main sur le dossier étiqueté Victoire et Associés. Son poids était différent maintenant. Pas seulement une trahison, mais des munitions. Et la guerre n'avait même pas commencé. Le lendemain matin, une lumière pâle filtra à travers les stores fissurés à l'étage, mais je l'ai à peine remarqué. J'avais passé la nuit dans le fauteuil de Rosalie, lisant dossier après dossier jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Le monde que je croyais connaître, celui où Victoire était simplement impitoyable et Thierry simplement faible, avait disparu. À sa place se tenait la preuve, indéniable et vicieuse, que ma sœur avait orchestré ma ruine. La colère menaçait de me consumer, mais les mots de Rosalie me maintenaient stable. Patience d'abord, colère ensuite. Alors, j'ai planifié. La première étape était Thierry. Si je voulais les enterrer tous les deux, j'avais besoin de sa voix, de sa confession, de son témoignage involontaire. J'ai acheté un petit enregistreur numérique dans un magasin de technologie à 2 villes de là, le glissant dans la doublure de mon sac à main. Sur le chemin du retour, je me suis entraîné à garder ma voix calme, mes questions décontractées. S'il soupçonnait que je cherchais à lui tendre un piège, il se tairait. Mais si je jouais mon rôle, celui de l'épouse résignée, celle qui voulait lâcher prise, il pourrait tout me donner. Cette nuit-là, j'ai composé son numéro. Mes mains tremblaient, mais ma voix est sortie égale. Thierry, j'aimerais qu'on se voie. Pour parler de la répartition de nos affaires. Juste des questions pratiques. Silence, puis un soulagement prudent. Bien sûr, c'est très raisonnable, Sandrine.
Nous nous sommes mis d'accord pour un café au Brasseur mercredi à 14 heures. Un terrain neutre, assez public pour contenir les tempéraments. La deuxième étape était Victoire. Je ne pouvais pas l'affronter avec colère. Elle sentirait le sang. Non, je devais lui tendre quelque chose à quoi elle ne pourrait pas résister. La richesse. Alors, j'ai fabriqué une histoire sur le patrimoine de Rosalie, comment j'avais découvert des comptes liés à la maison de Moulincroix, des investissements cachés dans des fonds de fiducie, des demi-vérités enveloppées dans un appât. J'ai appelé son bureau le soir suivant. Comme prévu, elle a répondu sèchement, l'irritation cachée sous son ton poli. Sandrine, je suis au milieu de quelque chose. Je sais que ça ne prendra pas longtemps. C'est à propos de la maison. Son silence s'est aiguisé. Continue. Il y a plus que ce que nous pensions. Des investissements, des comptes. Je préférerais ne pas en parler au téléphone. Peut-être déjeuner vendredi. Une autre pause. Puis sa voix s'est adoucie, presque conspiratrice. Le méridien, midi. Et Sandrine, n'en parle à personne d'autre. La troisième étape était le réseau de Rosalie. J'ai passé des heures à fouiller dans ses dossiers, m'émerveillant de la précision. Des journalistes, des procureurs, des agents de la PJ, tous vérifiés, tous en attente, des brouillons de mes prêts, des preuves jointes, des objets nets et mortels. Je n'avais plus qu'à ajouter le contexte. Mon contexte. Je me suis forcé à attendre, une étape à la fois. D'abord Thierry, puis Victoire. Leurs mots, capturés par moi, seraient les derniers clous du cercueil que Rosalie construisait depuis des décennies. Mardi, j'ai répété. Je me suis assise dans le salon poussiéreux, pratiquant l'inclinaison de ma tête, le tremblement de ma voix, la façon dont la résignation pourrait adoucir mes mots. J'ai pratiqué le sourire à travers une douleur imaginée. C'était comme jouer dans une pièce écrite bien avant ma naissance. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Rosalie. Elle se tenait dans la cuisine, de la farine sur les mains, ses yeux vifs mais doux. Tu seras testé, dit-elle. Non pas par ce qu'ils font, mais par la façon dont tu réponds. Je me suis réveillé avant l'aube, ces mots sonnant comme une cloche. Mercredi arriva, gris et humide. J'ai glissé l'enregistreur dans mon sac à main, vérifié la batterie 2 fois, et suis allé au Brasseur. Le café bourdonnait d'étudiants et d'employés de bureau, leur bavardage couvrant l'orage qui se préparait à ma table dans le coin. Quand Thierry est entré, il avait l'air différent, soigné, déterminé, un homme jouant le rôle de quelqu'un de nouvellement choisi. Il a souri maladroitement. Tu as bonne mine. L'air de la campagne doit te convenir. J'ai rendu le sourire, stable, patient. Merci. Tu as l'air réussi. Et puis j'ai appuyé sur enregistrer. Le jeu avait commencé. Le Brasseur sentait l'espresso brûlé et les parapluies mouillés. J'étais assise dans le coin, mon sac à main légèrement incliné, le voyant rouge de l'enregistreur caché sous un rabat. Thierry s'installa en face de moi, sa veste trop impeccable, son sourire trop prudent. 8 ans de mariage, et je ne l'avais jamais vu ressembler autant à un étranger. Nous avons d'abord parlé de choses banales. Les beaux, les meubles, qui garderait quoi? Sa voix portait ce calme répété de quelqu'un désespéré de ne pas être le méchant. J'ai hoché la tête, offert des réponses polies, les laissé croire que je m'inclinais avec grâce. Puis, comme un appât, j'ai demandé, qu'est-ce qui a changé, Thierry? Tu ne l'as jamais regardé comme ça avant. Il hésita, passa une main dans ses cheveux, un tic nerveux que je connaissais par cœur. Elle m'a vu. Elle a vu ce que je pouvais être. Toi. Tu voulais le confort. Elle voulait plus. Ma gorge brûlait, mais j'ai souri comme si j'acceptais sa vérité. Et tu n'as jamais pensé qu'elle t'utilisait. Il secoua la tête trop vite, les yeux fuyants. Ce n'est pas comme ça. Ces mots s'échappèrent, défensifs, pressés. Elle est ambitieuse. Oui, mais elle croit en moi. Toi, tu n'as jamais. Il s'arrêta, réalisant trop tard qu'il m'avait donné ce que je voulais. L'enregistreur bourdonnait doucement, dévorant chaque syllabe. Au moment où nous nous sommes séparés, ses épaules s'étaient détendues, convaincu qu'il avait été entendu, je l'ai embrassé sur la joue, un dernier acte théâtral, et je suis parti avec la preuve qui bourdonnait dans mon sac. 2 jours plus tard, vendredi, le Méridien brillait comme un sanctuaire du pouvoir, murs de verre, nappes blanches,
serveur aux yeux entraînés à ne pas voir. Victoire était déjà là, bien sûr, le dos droit, verre de vin à la main, des diamants captant la lumière. Elle m'a embrassé sur les 2 joues, son parfum assez fort pour piquer. Tu as bonne mine, dit-elle, bien que ses yeux me cherchassent comme une menace. J'ai laissé ma voix trembler avec juste assez de vulnérabilité. J'ai trouvé quelque chose. Rosalie a laissé des comptes, des investissements cachés liés à la maison. C'est plus que ce que nous pensions toutes les deux. Sa fourchette s'arrêta en l'air. Combien de plus? J'ai glissé un dossier sur la table remplie de documents soigneusement sélectionnés du sous-sol. Assez pour tenter, pas assez pour révéler le piège. Au moins 2 millions, peut-être plus. Ses pupilles se dilatèrent, la cupidité s'épanouissant derrière son calme. Et tu veux le partager? J'ai hoché la tête. 50-50e, comme ça aurait dû être. Elle se pencha plus près, son sourire sirupeux et faux. C'est très généreux, Sandrine. J'ai soutenu son regard, tous les muscles de mon corps tendus. Généreux. Le mot restait entre nous comme du poison. Le dimanche, de retour à la maison de Moulincroix, je me suis enfermé au sous-sol et j'ai assemblé mon arsenal. Les dossiers de Rosalie, la confession enregistrée de Thierry, l'acceptation avide de l'appât par Victoire, tout était prêt. Les emails étaient déjà écrits, chacun adapté à un destinataire du réseau de Rosalie. J'ai ajouté mes enregistrements, scanné mes documents, peaufiné les détails jusqu'à ce qu'aucun avocat ne puisse les rejeter. Le mercredi matin à 2h55, j'étais assise au bureau de Rosalie, l'ordinateur portable brillant dans l'obscurité. 43 emails en attente, pièces jointes chargées, mes mains planaient sur la souris. Le portrait de Rosalie regardait depuis le mur, ses yeux stables, patients. C'est pour nous deux, murmurai-je. À 3 heures précises, j'ai cliqué sur envoyer tout. Le souffle du ventilateur de l'ordinateur portable remplit le silence. Rien n'explosa. Aucune alarme ne sonna, mais quelque part, des boîtes de réception s'illuminèrent. Des journalistes se réveillèrent en sursaut. Des agents fédéraux se penchèrent en avant. Au lever du soleil, la frappe avait commencé. La première vague frappa à l'aube. Ma boîte de réception se remplit de réponses. Des journalistes avides de citations. Des enquêteurs demandant un suivi. Des avocats demandant des transferts sécurisés de dossiers. Chaque message confirmait ce que Rosalie avait promis. Le réseau était réel et il attendait. Dans l'après-midi, des articles commencèrent à apparaître en ligne. Des titres sur des scandales de zonage, des rumeurs de délits d'initiés, des questions sur la fraude corporative. Le nom de Victoire n'était pas encore imprimé, mais les ombres de son empire tremblaient déjà. Ce soir-là, Thierry appela. Sa voix avait une angoisse que je n'avais jamais entendue. « Sandrine, qu'est-ce qui se passe ?» Des journalistes appellent le bureau. La PJ est passée. Victoire n'a pas dormi depuis 2 jours. Je ne dis rien au début, écoutant la panique qu'il me réservait autrefois quand les délais approchaient. Thierry, demandai-je finalement. Penses-tu qu'elle te voulait pour ce que tu es ou pour ce que tu pouvais lui donner? Il bégaya. Je laissai le silence répondre. La deuxième vague déferla le lendemain. Une histoire en première page nommait des entreprises que Victoire avait saignées. Des preuves jointes comme des encres la tirant vers le bas. Ses appels téléphoniques envers moi se multiplièrent. 13 en 1 heure, puis 17 le lendemain. Chaque message vocal devenait plus acéré, sa voix effilochée. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait » siffla un message. « Tu as détruit Thierry aussi. Il est fini à cause de toi. » Mais Thierry l'avait choisi. Il avait choisi l'ambition enveloppée de diamants, pas le calme des dimanches matins. Si sa chute l'emportait aussi, c'était le prix à payer pour s'aligner avec une prédatrice. Le vendredi matin, la digue céda. La Tribune Héros afficha le titre. Cadre dirigeante liée à une fraude de plusieurs millions d'euros. Des photographies accompagnaient l'histoire. Victoire se glissant dans des hôtels, des relevés bancaires la liant à des sociétés écrans, un enregistrement audio où elle se moquait de me briser. Le nom de ma sœur était en vogue pour toutes les mauvaises raisons. Cette nuit-là, elle me contacta finalement directement. Sa voix au téléphone était un naufrage, rauque, brisé. « Tu as fait ça. Tout ça. » J'étais assise dans le fauteuil de Rosalie,
regardant la nuit sans orage dehors. Non, Victoire, tu as fait ça. J'ai juste fait en sorte que les gens le voient. Son silence s'étira, puis un murmure. Tu as détruit ta seule famille. J'ai failli rire. La famille ne te dépouille pas et n'appelle pas ça un jeu. La famille ne vole pas ton mari pour prouver que tu es faible. Tu as détruit ce mot bien avant que je ne le fasse. La ligne mourut. Des mois passèrent. Des procès se déroulèrent, lents et impitoyables. Victoire fut condamnée à 4 ans de prison fédérale. Évasion fiscale, blanchiment d'argent, complot. Elle pleura au tribunal, mais les caméras enregistrèrent tout. La chute d'une femme qui se croyait intouchable. Thierry évita la prison, mais sa carrière partit en fumée. Il déménagea dans un autre état, gérant les ventes pour une entreprise qui n'avait jamais entendu parler de Victoire. Il appela une fois, la voix lourde de regret. Tu aurais pu la faire tomber sans me faire tomber aussi. Non, dis-je simplement, tu t'es lié à elle. Tu connaissais le prix. J'ai raccroché, et ce fut la dernière fois que j'entendis sa voix. Pendant ce temps, la maison se transforma. J'ai réparé le toit, peint les murs, nettoyé le jardin. Des pièces autrefois silencieuses devinrent vivantes avec un nouveau but. Le bureau du sous-sol se transforma en mon quartier général. J'ai pris les dossiers de Rosalie et en ai fait mon travail, aidant d'autres personnes qui avaient été écrasées par des gens comme Victoire. Des conseillers corrompus, des patrons prédateurs, des maris qui utilisaient le silence comme une arme. La rumeur se répandit discrètement. Il y avait quelqu'un à Moulincroix qui pouvait fouiller là où d'autres ne le pouvaient pas, qui savait comment transformer les murmures en preuves. Je n'étais plus une victime. J'étais une enquêtrice. 6 mois après le verdict, j'ai reçu une lettre de Victoire. Une écriture soignée, pleine d'excuses, implorant une correspondance. Je l'ai lue 3 fois, puis je l'ai glissée dans un dossier étiqueté l'affaire classée. Certains ponts ne sont pas destinés à être reconstruits. Un soir, j'ai versé du vin et me suis assise près de la cheminée. Le portrait de Rosalie était accroché au-dessus, ses yeux aussi perçants que jamais. Pour la première fois, je pensais comprendre son expression, non pas énigmatique, mais satisfaite. Elle avait planté des graines de résilience, et elles avaient fleuri en moi. Dehors, les champs ne semblaient plus abandonnés. Ils semblaient pleins de possibilités. J'ai levé mon verre à la lumière du feu. À Rosalie, qui m'a laissé plus qu'une maison. À Victoire, qui m'a montré exactement ce que je ne devais pas devenir, et à moi-même d'avoir appris que la vengeance ne consiste pas à détruire les autres. Elle consiste à devenir quelqu'un qu'ils ne pourront jamais détruire. La maison craqua, se tassant dans ses fondations. Non plus une ruine, mais un sanctuaire. Mon sanctuaire.